Aujourd'hui, nous allons parler donc des référentiels accélérés. Vous allez souvent voir ça pendant les prochaines semaines, il y aura des exercices là-dessus, ce sera certainement à l'examen. La première chose que je veux que vous reteniez, c'est quand on parle de référentiel accéléré, il faut se donner 3 choses. Ces 3 choses, il faut absolument y noter. La première, c'est d'avoir un repère qui est absolu. Je vais le noter XA, YA, et puis ZA, et un point 0. Ça, c'est mon repère absolu qui est lié à ce dont qui ne va pas bouger. Je vais avoir un deuxième repère qui, lui, va être relatif. Hop. Que je vais appeler XB, YB et ZB. Hop, avec un point de repère A. Et la troisième chose dont je vais avoir besoin, c'est d'un vecteur position qui relie les deux. Ce qu'on va essayer de savoir, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce référentiel qui est relatif quand il est en translation ou en mouvement par rapport à un autre référentiel. Les équations vont faire apparaître des modifications dans la trajectoire, des modifications dans les forces aussi et dans les accélérations. Si on essaie de résumer ça, ce qu'on va étudier, c'est dire que dans ce repère relatif, on va avoir un objet dont on veut étudier la position. On va noter P et on va regarder ce qui se passe pour la position de ce point P par rapport à un repère qui est absolu. On va essayer d'avoir donc la position absolue de mon point P va être égale à la position absolue de mon point A plus la position relative de mon point P. Ici, c'est le vecteur OP. Ici, c'est le vecteur OA plus le vecteur AP. Géométriquement, on a construit exactement ce qu'on vient de décrire là. Maintenant, on va voir les vitesses. Alors, la vitesse absolue de mon point P, elle va être égale à la vitesse absolue de mon point A plus la vitesse relative de mon point P plus oméga cross la position relative de mon point P. Ce oméga, il vient d'où? Vous avez une idée? Les rotations du référentiel. Les rotations. Ici, ce repère relatif, il va effectivement se déplacer selon R, mais peut-être qu'il va aussi également avoir une rotation dans sa trajectoire. Peut-être qu'il est en train de faire ça. Et dans le cadre où, en plus il s'éloigne, mais en plus il est en train de tourner autour de cet axe Z, on verrait apparaître un vecteur oméga, qu'on va mettre ici pour représenter les rotations qu'il peut y avoir entre le repère qui est relatif et le repère qui est absolu. Hop, voici pourquoi il apparaît ici. Ça, c'est pour notre vitesse absolue de notre point P. Et finalement, la dernière étape, on va avoir besoin de l'accélération absolue de notre point P, qui va être égale alors l'accélération absolue du point A plus l'accélération relative du point P plus, alors, je vais avoir 2 oméga cross la vitesse relative du point P plus oméga cross la position relative de mon point P plus, qu'est-ce que je vais avoir? Oméga point cross la position relative de mon point P. Voici les équations que vous allez devoir utiliser. Bien évidemment, je ne vous demande pas de les connaître par cœur, ça ne servira à rien. Par contre, ceci doit figurer sur votre formulaire. Vous l'aurez à l'examen, et quand vous voyez ça, vous pourrez aborder n'importe quel de ces problèmes en vous disant, ok, qu'est-ce qui vaut 0? Et le but du jeu sera de définir, est-ce qu'il y a une accélération de Coriolis? Est-ce qu'il y a une accélération centripète? Et est-ce qu'il y a une accélération d'Euler? Hop! Maintenant qu'on a toutes les accélérations, on va essayer de trouver les forces qui y sont associées. L'idée, c'est de dire qu'il y a des effets qui vont être un peu bizarres, qui vont apparaître quand on va avoir un repère qui est en translation par rapport à un autre,
et quand on veut étudier le bilan des forces, on va le faire apparaître des forces un peu particulières. Vous l'avez déjà vu en cours, je ne vais pas vous en faire la construction entière. Hop. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que vous avez une force d'entraînement, et la force d'entraînement est égale à la masse de l'objet fois, alors, l'accélération absolue de mon point A. Hop, plus l'accélération qu'on a ici, c'est l'accélération centripète. Hop, centripète, plus la dernière accélération qui est celle-ci. Hop, l'accélération de l'air. Ça, c'est ma force d'entraînement. La raison pour laquelle on a mis ceci comme force d'entraînement, ça veut dire que c'est des forces qui vont s'appliquer sur votre objet dans votre repère relatif s'il ne bouge pas par rapport à 0 du repère relatif. C'est-à-dire que les accélérations que vous avez ici, les accélérations d'entraînement, c'est celle-ci, celle-ci, pardon, et celle-ci. La raison pour laquelle on les met dans la même catégorie d'accélération d'entraînement, c'est que si votre point P est immobile par rapport à A, ceci vaudra 0, il n'y aura pas d'accélération relative du point P, et ceci vaudra 0 aussi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de vitesse relative de mon point P. Et tout ce que vous aurez si votre objet ne bouge pas seront des mouvements dus à l'accélération absolue de votre repère, l'accélération centripète due à la rotation de votre repère relatif autour de l'axe principal de votre repère absolu, et finalement, ça c'est quoi? Comment vous l'obtenez? Euler. Ici c'est la position, et en fait ce qu'on essaie d'obtenir c'est une forme d'accélération qu'on obtient avec le oméga point qui est l'accélération centripète. Ça c'est la vitesse angulaire, excusez-moi, et ça c'est l'accélération angulaire. Donc là on va avoir un terme qui va aussi avoir une influence. Ça c'est pour les forces et comment on les utilise. Les autres forces qui vont apparaître, ça va être celle de Coriolis. Hop, voilà. Force de Coriolis, qui va être égale à la masse fois, justement, 2 oméga cross VR, qui est l'accélération de Coriolis. Et puis, ce sera à peu près les seuls dont vous aurez besoin. Hop, ça c'est pour la partie théorique et comment vous allez devoir l'utiliser dans l'exercice pour montrer qu'il y a des forces qui apparaissent dans les repères relatifs quand vous fixez uniquement sur le repère relatif. Ceci est très utile parce que ça nous a permis de découvrir comment fonctionnait la relativité. Si vous regardez un repère qui est accéléré par rapport à un autre, les choses doivent quand même rester les mêmes. Techniquement, hop, si vous êtes dans une voiture qui va à 10 km/h et vous faites dépasser par une voiture qui va à 20 km/h, hop, si vous mesurez la vitesse de la voiture qui vous dépasse, techniquement, ce sera, hop, c'est V1, ça c'est V2, V sera égal à V2 moins V1. Vous avez donc ici 10 km/h. Maintenant, vous étendez cette logique-là, et puis vous dites, si je suis dans une voiture qui va aller à 99% de la vitesse de la lumière, à côté de vous, vous avez un rayon lumineux et vous voulez mesurer sa vitesse. Techniquement, vous devriez vous dire, la vitesse du rayon lumineux moins les 90% de la vitesse de la lumière à laquelle je vais, je devrais mesurer 10% de la vitesse de la lumière. Et bien, même dans cette configuration-là, lorsque vous allez mesurer la vitesse de la lumière, elle sera quand même la vitesse de la lumière. Ceci est ce qu'on appelle un invariant relativiste. Les invariants relativistes, ce sont les choses qui ne changent pas avec l'accélération ou la vitesse proche de celle de la lumière. Vous allez avoir des invariants qui sont la masse ne change pas indépendamment de la vitesse à laquelle vous allez, et puis la vitesse de la lumière. Voilà. La vitesse de la lumière, c'est ça, ce sont deux choses qui ne changent pas. Par contre, les choses qui vont varier avec votre vitesse qui se rapproche de celle de la lumière, c'est les distances qui vont être contractées, c'est-à-dire que 1 mètre ne vaudra plus 1 mètre, et puis le temps qui va être dilaté.
une seconde sera plus vraiment une seconde. Et ça, ben, c'est grâce à ce genre de logique-là, posé jusqu'au bout, qu'on a pu découvrir ça. Et si vous voulez voir exactement la tête que ça a, le temps ressenti, par exemple, à l'intérieur d'une fusée qui va aller à 90% de la vitesse de la lumière, va être égal au temps sur Terre fois la racine de 1 moins v carré sur c carré. Le temps n'est absolument pas quelque chose de linéaire. Le temps change en fonction de la vitesse à laquelle vous allez, le temps change en fonction de la masse à la proximité de laquelle vous êtes. Si vous êtes à côté d'un trou noir, le temps va être excessivement ralenti. Si vous allez très très vite, le temps va être excessivement ralenti aussi, pour la simple bonne raison que on ne veut pas qu'on puisse dépasser la vitesse de la lumière. Si vous avez un repère absolu, un repère relatif, hop, qui va proche de la vitesse de la lumière, comme une sorte de camion, si vous avez un bonhomme dedans qui se met à courir et que sa vitesse s'additionne à la vitesse du camion, ben, le temps est ralenti pour éviter que les deux vitesses additionnées puissent dépasser la vitesse de la lumière. Voilà. La relativité, c'est cool, il y a des trucs fun à voir, et puis vous le verrez au travers des derniers cours de ce semestre.